Et je me suis dit, ce truc va changer le monde. Et j'ai jamais imaginé faire autre chose que de créer mon propre job. On inventait le métier. Je me suis retrouvé entrepreneur à 22 ans. Et j'étais un étudiant, dans ma perception, richissime en fait. C'était jamais assez. Et en même temps, j'étais jamais fatigué, quoi. Les débuts de VLS, c'est une rencontre avec une technologie. On a mis une musique. Moi, quelques secondes après, en fait, je pleurais. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc, en fait? Et on réagit tous de la même façon. Face à la musique, il n'y en a pas un qui va se mettre à danser comme un fou et l'autre à côté qui va se mettre à pleurer, quoi. Mais ce au service de quoi on est, ça, c'est très important. D'où la création de Genesis. On a été effondré en fait par l'État de la Californie, la destruction des espaces naturels. C'est le combat en fait que je dois mener. On mesure la qualité de l'air, on mesure la qualité de l'eau. Et tous les gens de la chaîne de valeur qui achètent des produits en fait ignorent aussi cet impact-là. On est les premiers et les seuls au monde à faire ça aujourd'hui. À ce moment-là, ce que tu ressens en fait est important en fait pour la suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Quentin Sagnier. Salut Quentin, comment tu vas? Bien et toi? Merci de ton accueil. Merci à toi, puisque c'est toi qui m'accueille dans tes locaux. Donc un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de te recevoir sur le podcast pour plusieurs raisons. Tu as été le cofondateur de Vialet, qui est le leader mondial du son haut de gamme. Aujourd'hui, tu es le CEO de Genesis, qui est la première agence mondiale... Président. Exactement, CEO, c'est la version américaine aussi, de la première agence mondiale de notation de la santé écologique des sols cultivés. Tu as aussi une grande aventure entrepreneuriale derrière toi. Et puis, tu vas participer aussi au Z Project, qui est un festival qui relie l'entrepreneuriat et la musique, notamment dans quelques semaines, dans quelques jours, même quand l'épisode sera sorti. Ma première question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de mieux comprendre un peu tes débuts et de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi. Alors, je suis né à Paris, j'ai grandi près de Versailles, au Chesnay, dans un milieu assez bourgeois, avec un père ingénieur agronome, une mère qui était prof d'anglais, et j'ai 3 frères, donc on était 4 garçons, donc ma mère s'est arrêtée de travailler, et j'ai grandi dans cet univers à la fois très ouvert sur le monde et sur la nature en fait, avec pas mal de voyages et d'intérêts dans ce domaine-là. Est-ce que tu te souviens un peu de tes premières passions? L'histoire, la politique, le ski, le tennis, mais ouais, beaucoup d'histoire et la politique, en fait. J'ai énormément lu, énormément de choses sur énormément de sujets d'histoire, en particulier du XXe siècle, ouais. Enfin, disons de 1870 à la période, enfin, jusqu'à 1980, enfin, la période, on peut pas dire où j'étais ado, quoi. Est-ce que c'est ça qui a déterminé la suite de tes études ou pas du tout? C'est un peu un hasard. Je pense qu'on était dans un monde dans lequel on avait une vision assez peu claire en fait des vraies opportunités, des débouchés, etc. J'ai fait des études d'économie et de gestion un peu par hasard en suivant des amis, et voilà. Je pense que on n'était pas non plus dans une famille très très drivée de ce point de vue-là. On nous laissait un peu faire ce qu'on voulait. Si j'avais vraiment réfléchi, et en regardant ce que font mes enfants, j'ai 2 enfants qui ont fait du design notamment. Je pense que j'aurais fait ces études-là parce que je trouve que c'est le plus passionnant en fait de créer, voilà. Donc j'aurais peut-être fait ça. Même si au final c'est des sujets que tu vas toucher par la suite de ton aventure. Ouais. En fait, oui. Par exemple, j'adore
sais pas, redesigner une maison, un appartement, faire des travaux. Enfin, moi, j'adore ça, quoi. Ou créer des choses. Voilà, c'est ma vie, ça. Et donc ça, finalement, tu t'es formé en autodidacte sur ces sujets. Ouais. Bah voilà, c'est la vie et je suis bien entouré. Est-ce que tu te souviens de ton premier job? Alors, pendant mes études, j'étais vendeur chez Ediard. Ça n'existe plus, je crois. C'est une épicerie très haut de gamme. Et je vendais le soir et le week-end pendant mes études, notamment parce que mes parents me donnaient plus d'argent parce que, en gros, je m'étais fait virer du lycée et j'étais dans une boîte privée, quoi, qui était assez chère. Et donc, mais c'est bien parce que ça m'a fait, voilà, je travaillais le soir de la nocturne des magasins qui finissaient à 22h à Paris 2, 4 soirs par semaine, je crois, et le samedi. Donc, c'était mes premiers jobs de vente et j'adorais ça. Pour financer tes études. Pour financer mes études, ouais. J'ai vu dans une interview que tu as, à un moment donné, détourné un prêt étudiant de 20 000 francs pour acheter un certain objet. Est-ce que tu peux en parler? Je sais pas s'il y a un détournement. Oui, Alors, détourner, c'est le mot est fort. Disons, utiliser un prêt étudiant. En fait, en 1984, j'ai acheté j'ai essayé un Mac dans une boutique. C'était l'arrivée des premiers Mac. Et j'ai été subjugué. Et je me suis dit, ce truc va changer le monde, en fait. Et j'ai couru à la banque parce que je savais qu'ils faisaient des prêts étudiants de 20 000 francs à l'époque pour acheter ça. Donc, j'ai eu, je sais pas, mon prêt quelques semaines après et j'ai acheté mon Mac. Je savais pas à quoi ça allait servir, mais je savais que ce truc-là allait tout changer. Donc, avant, on avait eu d'Apple II, enfin, voilà, mais c'était pas du tout cette interface, voilà, il y avait conceptuellement quelque chose qui allait tout changer et on le sentait immédiatement. En fait, c'était hypnotisant, vraiment. Et au final, il t'a servi à quoi, ce Mac? Bah, en fait, pendant mes études, j'étais un des seuls à avoir un ordinateur personnel, à avoir... donc, j'écrivais tous mes rapports, tous mes mémoires dessus. Je pouvais faire des choses que voilà, personne ne pouvait faire, en fait. Et donc, ça m'a servi à me mettre en avant et à me faire briller. Et puis, j'ai appris à me servir de ce genre d'outils. Voilà. Et puis, d'être connecté avec la tech, de suivre aussi les histoires d'Apple et d'autres à l'époque. Ouais. Et puis, de commencer à développer des logiciels de finance. Enfin, voilà, j'ai commencé à faire des choses un peu sérieuses dessus. Pour revenir à Apple, c'est à ce moment-là que tu commences à t'intéresser à la tech, à l'entrepreneuriat, enfin, au monde des entreprises, ou ça vient avant? Alors à la tech depuis toujours, mais la tech dans les années ça ne s'appelait pas 70 dans lesquelles j'ai grandi. La tech, c'est l'audio en fait. Ouais. Hein, et oui, voyez-vous, c'est ça, c'est des amplis, c'est des lecteurs de cassettes, de bandes audio, c'est le son en fait. Le son, c'est le roi de l'époque. Et à la fin, au début des années 80, apparaissent les premiers, fin des années 70, les premiers ordinateurs, début 80, etc. Et je sens en fait une ébullition dans ce domaine-là, avec un côté qui a complètement disparu, qui était un côté très disrupteur aussi de la société. C'est-à-dire aujourd'hui, la tech, c'est une vaste plutocratie, quoi. Il y a que l'argent qui compte. Et voilà. À l'époque, c'était porté par des espoirs fous aussi de changer les choses et voilà. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en bien et en moins bien. Mais voilà, donc je me suis intéressé à ça. Et puis après, entrepreneuriat, en fait, j'ai jamais envoyé mon CV à personne, en fait. Et j'ai jamais imaginé faire autre chose que de créer mon propre job.
Voilà. Donc, c'est ce qui n'était pas une tradition familiale du tout. Mais j'avais soif de faire comme je l'entendais, en fait. Et j'étais curieux, surpris de découvrir en moi des convictions sur les choses dont je ne me savais pas capable, en fait. Tu vois, c'est-à-dire de découvrir, mais en fait, moi, j'ai pas envie de faire ça comme ça. Et en fait, te rendre compte à rebours que, tiens, c'est bizarre que je sache, en fait, que je porte cette conviction-là. Je l'ignorais, en fait, que j'avais ça en moi, tu vois, parce que ça vient de la réflexion, voilà, de process intellectuels, mais aussi parfois de réactions assez épidermiques, de choses que tu ne veux pas faire ou que tu n'as pas envie de tester, et d'autres dont tu as faim vraiment, que tu souhaites faire, quoi. Et tu sentais que l'apprentissage, il allait être d'autant plus élevé, d'autant plus intense sur cette typologie d'aventure. Ouais. Et tu vois, quand j'étais étudiant, en particulier à Dauphine, j'ai entrepris, j'ai commencé, enfin je vendais du matériel informatique à des professions qui s'informatisaient pour la première fois, tu vois, comme des architectes, des gens comme ça, des médecins. Donc je leur vendais du matériel, je les formais. Là, mais on inventait le métier. Enfin, j'étais pas mauvais, mais parce que personne ne savait faire. Non, mais tu vois, c'est au royaume des aveugles, les bornes sont rois, quoi. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire ça. J'ai développé un logiciel de finance avec un de mes profs de Dauphine. On a écrit un bouquin. Donc, en fait, je me suis retrouvé entrepreneur de fait à 22 ans. Tu vois, à développer en fait plein de choses. Et j'étais un étudiant, enfin dans ma perception, richissime en fait. Tu vois, parce que je gagnais. Tu faisais déjà plein de choses. Je défaisais, voilà. Ouais. Et je me trouvais feignant en fait. Et en fait, quand je me rends compte de ce que je faisais à l'époque, tu vois, je bossais jusqu'à, enfin, tu vois, je sais pas, de 10h à 2h du matin tous les jours et tout. Et je me trouvais feignant. Je me trouvais, voilà. Et en fait, c'était jamais assez. Et en même temps, j'étais jamais fatigué, quoi. Oui, parce que développer un logiciel, sortir un livre, etc. Ouais. En faisant en parallèle les études, qui m'ont jamais vraiment passionné, en fait. C'est moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de créer, en fait. C'est de trouver des choses, c'est d'être face à un problème insoluble. Et tu vois, je me souviens de moments de eureka, quoi. C'est-à-dire de dire, tu vois, dans le logiciel, de développer le logiciel et d'avoir trouvé la solution pour exécuter un truc de manière efficace, simple, élégante. Ça, c'est que pour moi. Mais du coup, tu avais déjà cet état d'esprit à ce moment-là. Ouais, vraiment, ouais. Et donc, à la fin de tes études, bon, j'imagine que tu es content de terminer. Ouais, très content de terminer, ouais, vraiment. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh ben, en fait, après, j'ai monté un cabinet de conseil en stratégie de communication avec un associé. Et en fait, à l'époque, on travaille, c'est le moment des privatisations, donc 86. Et c'est le moment de la dérégulation des télécoms. Et à ce moment-là, en fait, des acteurs qui étaient des acteurs locaux de conception de systèmes de télécommunications, de systèmes de centrales électriques, etc., en fait, se retrouvent sur le marché mondial. Et nous, on accompagne la création et le développement de ces groupes-là. Il y avait aussi le groupe Saint-Gobain, la Compagnie Générale d'Électricité, Alcatel, etc. Et on se retrouve au cœur de ces mutations-là, alors qu'on est des gamins, mais finalement, c'est un peu comme l'IA aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on peut avoir 20 et quelques, et dans l'IA, être un référent. Bien sûr. Pour faire muter des groupes comme ça. Ben, c'était ça, en fait, à l'époque. Cette internationalisation de ces groupes-là, elle démarre à ces moments-là. Hein, c'est des groupes qui adoptent l'anglais comme langue du groupe, mais c'était complètement nouveau, en fait. Donc, voilà. Et on a accompagné tout ça. Donc, sous un modèle de consulting. Ouais, sur un modèle de consulting.
Voilà. Et donc, cette aventure, elle dure combien de temps? 3-4 ans? Ouais, c'est ça. Elle dure 3-4 ans. Et après, je rejoins ce cabinet de conseil en stratégie. Donc, c'est une rare fois de ma vie où j'ai été salarié. Mais à vrai dire, je le rejoins pour le racheter. Et finalement, ça s'est pas fait. Il a préféré vendre à quelqu'un d'autre. Et moi, je suis parti monter un autre cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Mandragore. Voilà, et c'était l'idée, c'est de travailler sur les sujets qui nous plaisent, de développement de nouveaux business, d'accélération de croissance, de recherche de nouveaux business models. Voilà, toujours très très créatif, très soucieux de prendre les choses comme une page blanche à chaque fois. Évidemment, on accumule de l'expérience, mais de penser des solutions pour quelqu'un. Tu vois, vraiment de concevoir par rapport à une boîte donnée, une problématique donnée, de penser les choses out of the box, quoi. Ouais, toujours avec une volonté d'expérience et d'esthétisme aussi. Avec une volonté un peu esthète, un peu aristocratique, on va dire. Okay. Ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais. D'indépendance aussi, de pensée, ce qui est pas très raisonnable, à vrai dire. Qu'est-ce qui est raisonnable à toi? Mais je sais pas, mais voilà, bon, c'est comme ça, quoi, en tout cas. Et donc, cette expérience, elle va durer 10 ans. Et sur la fin de cette expérience, tu vas cofonder Devialet, qui deviendra par la suite le leader mondial du son haut de gamme, avec de très très belles références. Est-ce que tu peux me raconter un peu les débuts justement de Devialet? Les débuts de Devialet, c'est une rencontre avec une technologie, en fait. C'est-à-dire, c'est un moment d'émotion, je pense que les émotions sont réelles, en fait. Enfin, c'est à la fois une réalité de dire ça et stupide, au sens que, évidemment que c'est réel. Une émotion, c'est voilà, c'est des processus hormonaux qui vont conduire à fait que tu es excité, que tu es calmé, le fait que tu es enthousiaste. Enfin, il va y avoir beaucoup de dopamine, endorphine, etc. Donc, c'est des process qui ont une traduction chimique et physique dans la réalité. Et en fait, il faut être à l'écoute de ça. Et moi, la première fois que j'ai entendu le premier proto qui avait été développé de cette technologie hybride d'amplification numérique analogique, avait été développé par des ingénieurs, et j'avais été amené là par un de mes cousins, Emmanuel Nardin, qui est un designer, et qui voulait m'embarquer dans la création de cette boîte à partir de cette technologie. Et donc, on a mis une musique. Et puis, moi, quelques secondes après, en fait, je pleurais. Et en fait, tu te dis, mais c'est quoi ce truc, en fait? Tu vois, c'est-à-dire, donc soit tu vis le moment en te disant, ce qui a été mon cas, en fait, j'ai envie que tout le monde vive ça. Soit tu passes à côté en disant, tu vois, ces émotions, il faut se méfier de ces émotions, etc. Mais précisément, en fait. Tu te souviens de la musique ou pas? Ouais, le 23e concerto de Mozart, le deuxième mouvement, qui est lacrymal, hein, vraiment. Donc c'est bouleversant, en fait. La musique, c'est en fait, dans la musique, mais comme dans la peinture, hein, ce qui compte, c'est le détail, en fait. Tu vois, c'est-à-dire la différence entre moi qui joue ce morceau et un grand pianiste, entre Brel qui chante Ne me quitte pas et moi qui vais le chanter. On peut dire que la musique, les notes, tout ça, c'est pareil, en fait. La différence, c'est des petites choses. Voilà, un tableau reproduit dans un livre,
ou le tableau en vrai. On va quand on va au musée d'Orsay voir des impressionnistes, en fait, on se rend compte que le tableau, il est en 3 dimensions. Quand on se déplace devant, on voit des choses voilà. Et en fait, toutes ces petites choses, en fait, nous accrochent, nous émeuvent, voilà. Et on réagit tous de la même façon. C'est-à-dire, face à la musique, il y en a pas un qui va se mettre à danser comme un fou et l'autre à côté qui va se mettre à pleurer, quoi. C'est un langage profondément universel. Et cette beauté, cette émotion, elle nous fait un bien incroyable, quoi. Hein, quand il nous arrive quelque chose de très douloureux dans la vie, aller dans un musée, aller écouter de la musique, mettez de la musique chez vous, et c'est un baume, en fait, que vous vous donnez, quoi. Donc c'est ça, le point de départ, c'est ça. Et donc là, je me dis, on va tout rafler, en fait. On va tout rafler et on va faire de cette boîte la plus belle boîte du monde, quoi. Donc effectivement, comme tu le dis, la musique, l'audio, c'est quelque chose de complètement universel comme l'art, finalement. Donc là, finalement, cette toute première expérience, c'est la toute première fois que tu testes un début de technologie de Vialet. Qu'est-ce qui se passe un peu sur les premiers mois de la société? C'est quoi un peu les choses les plus importantes qui ont été faites dès le départ, en fait? En fait, ce qui est très important dans un cas comme ça, quand tu es une toute petite entreprise qui sort de nulle part, que personne n'attend, en fait, c'est quoi ton plan pour exister? C'est quoi voilà, par quoi on commence? Au début, tu as peu de moyens, peu de ressources, peu de capacités. Tu peux t'adresser à des petits marchés. Et ce qui est important, c'est, je pense, de définir comment tu vas t'exprimer, en fait, à qui tu vas t'adresser. Et par exemple, dans les choses qui étaient vraiment dans les gènes de la boîte, il y a le fait d'être mondial tout de suite, c'est-à-dire de penser De Vialet dans le monde, de penser cet universalisme, voilà, De Vialet, même son nom qui n'existe pas au tout début. Quand j'entends ce nom, c'est un ami de Diderot, rédacteur de l'encyclopédie universelle. Donc l'idée d'apporter au monde cette émotion, enfin voilà, cette intention du départ, elle est là, d'être dans toutes les conversations, c'est-à-dire de dire non pas que De Vialet soit si importante, mais ce au service de quoi on est, qui est la musique, cette émotion-là, ça, c'est très important. Et donc, de pas avoir peur de le clamer et de mettre beaucoup d'emphase sur ça. Et d'être dans toutes les conversations, parce qu'on parle de business, on parle de De Vialet, on parle de musique, on parle de De Vialet, on parle d'art, on parle de De Vialet, on parle d'industrialisation, on parle de De Vialet, on parle de design, on parle de De Vialet. Voilà, parce qu'on a finalement toujours un point de vue sur le monde, on a toujours des choses à raconter sur le monde, quoi. Donc c'est ça, et c'est pas de la vanité, c'est du désir, c'est-à-dire c'est même un devoir, en fait. Dès lors qu'on a ça entre les mains, de faire pour ça, d'offrir à ça une caisse de résonance qui soit exceptionnelle. Donc c'est ça, et puis après c'est un plan stratégique avec d'abord l'attaque d'un marché très haut de gamme, très mondial, très cher, très valorisé, très créateur de marque, voilà. Et puis de décliner ensuite cette technologie sur des produits qui soient des produits plus abordables, de licencier la technologie pour la faire rentrer dans des objets qui soient plus du quotidien. Voilà, de pouvoir progressivement porter De Vialet partout dans le monde avec des usages démultipliés. Ouais, donc dès le départ, il y a une vision internationale, une vision long terme, ouais. Et aussi l'envie de disrupter un milieu qui peut-être avait des acteurs assez historiques, on va dire, sur ce marché. Et en même temps, à une période aussi, en 2007, où on est au début des réseaux sociaux,
Donc aussi d'un point de vue communication, c'est comment est-ce qu'on évolue au fil des années finalement. Comment est-ce que tu as vu justement l'évolution de De Vialet? Parce que on en parlera aussi par la suite, tu as quitté De Vialet en 2018. Comment est-ce que tu as vu l'évolution de De Vialet justement sur ces 11 années finalement, qui ont été particulièrement intenses? Ce sera difficile de résumer l'intégralité de l'aventure, puisqu'il faudrait faire des dizaines d'heures de podcast ensemble pour les décrypter. Mais comment est-ce que tu as vécu justement cette évolution de cette aventure? Intense, c'est le mot, en fait. C'est vraiment ça. Et effectivement, dans un monde dans lequel les réseaux sociaux, enfin, une marque, en fait, a à ce moment-là, pour la première fois, en fait, les moyens, de façon autonome, de construire son image de façon autonome. C'est-à-dire, évidemment, il y a aussi le relais de médias qui peuvent exister, mais en fait, de pouvoir raconter sur les réseaux sociaux un certain nombre de choses de façon autonome, de pouvoir le faire mondialement, dans toutes les langues, et ça, ça n'existait pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça paraît tellement évident, en fait, ces trucs-là, mais c'était le début. Hein. C'est comme quand je disais tout à l'heure, les boîtes commencent à prendre l'anglais, à se dire tiens, on peut sortir de France, on peut. C'est la même chose en fait. On se rend compte à ce moment-là qu'on peut créer des business mondiaux avec de l'ambition, avec des outils pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc on a été beaucoup aidé par Pedro Garcia Maggi, qui est un homme de marketing génial aussi, qui nous a aidé à construire tout ça avec une équipe formidable. Mais ça a été très intense, hystérisant, parce que c'est quand tu es présent sur des marchés mondiaux comme ça, tu fais le tour de la planète en permanence, et au mois de janvier à Los Angeles, on tourne la pelouse, et tu arrives à Séoul, il fait moins 15 degrés. Je veux dire, même psychologiquement, c'est des situations un peu compliquées à gérer. Voilà, mais ça a été ça, et on l'a construit avec une flamme et un désir qui porte aussi le désir des autres, c'est-à-dire qui embarque en fait le désir des consommateurs et des gens qui ont envie d'en être en fait, qui ont envie d'être de ce que tu racontes. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un produit ou une marque, mais c'est aussi ce que j'évoque sur la croyance dans le progrès, le fait de s'adresser à notre universalité, de considérer la musique comme quelque chose qui nous relie. On m'a demandé, mais vous êtes le son à la française, machin, etc. Je déteste ça. Je déteste ça parce que voilà, n'importe quel compositeur, il fait pas, Brahms, il fait pas du Brahms pour les Français, ou Jay-Z, il fait pas du R&B pour les Français et pour les Américains, quoi. C'est finalement, ça nous rassemble, quoi. Et c'est important d'avoir des choses, enfin, dans le monde dans lequel on est, dans lequel, depuis, les réseaux sociaux sont devenus plutôt des outils de la fracture que du lien, d'avoir des choses qui nous relient, autour desquelles on construit en commun, quoi. Dans les moments marquants de la marque, il y a forcément les premiers retours des utilisateurs que vous voyez, que vous recevez. Comment est-ce que vous le recevez, ces premiers retours? Parce que j'imagine que c'est aussi un premier aboutissement important, de sortir un premier produit au grand public et de voir les gens réagir en fait. Mais c'est l'objectif, c'est de les faire pleurer, quoi. Mais d'ailleurs, tu vois, la première fois qu'on a levé des fonds pour la boîte, on s'était installé dans une salle à Paris, là, sur le quai Voltaire, dans lequel une galerie de peinture dans laquelle les Rolling Stones avaient donné un concert privé 30 ans avant, enfin, et on avait donc cette grande salle, et puis une petite salle où on avait mis dans le noir une musique. L'objectif, c'est de faire pleurer les gens, et tous les gens sortaient en pleurant, en fait. Et chaque fois chaque fois, l'objectif, c'était quand même d'aller chercher les gens sur l'émotion, en fait. Parce que quand tu vis un moment intense émotionnellement avec la musique comme ça,
en fait, t'as envie de recommencer. Tu vois, t'as envie de, donc tu achètes le produit. Et donc là, ou tu investis dans la boîte, ou voilà. Et donc ça, la conviction. C'est-à-dire, dans la conviction, il y a des éléments rationnels, évidemment. Et puis, il y a aussi des éléments de ce type-là, des éléments émotionnels qui emportent, en fait, l'adhésion des gens et qui nous amènent aussi à faire des choses déraisonnables, y compris dépenser beaucoup d'argent, ce qui nous va bien, quoi. Dans les autres moments marquants de Vialet, il y a le fait que la société a déposé plus de 200 brevets, ce qui a fait que c'est devenu la start-up la plus récompensée dans l'histoire du son, et aussi la start-up à avoir déposé le plus de brevets dans le son aussi au niveau mondial. Qu'est-ce qui a fait justement qu'il y a plus de 200 brevets qui ont été déposés? En fait, une fois, on m'a demandé comment êtes-vous passé de l'amplification au haut-parleur, quoi. L'amplification, c'est de l'électronique, ça, les haut-parleurs, il y a de la mécanique, il y a de l'acoustique, il y a d'autres choses. Mais en fait, nous, on n'a jamais créé des silos, des barrières entre ces dispositifs-là. Nous, ce qui nous a toujours intéressé et toujours guidé, c'est la reproduction d'un son, en fait. Et donc, je pense que ce qui nous a amené, en fait, à être sans doute plus créatifs que d'autres, c'est le fait d'être sur la finalité des choses et pas sur les moyens, en fait. Ce qui nous importe, c'est le résultat, et d'avoir ce résultat guidé, même pas par ce que nous entendons, mais par la reproduction absolument parfaite d'un signal, en fait. Donc c'est pas, on crée pas une enceinte en se disant, ah tiens, là ça sonne assez bien, en fait. La question, c'est est-ce que ce que je reproduis est exactement l'intention de l'auteur, en fait, est exactement ce qui a été gravé, ce qui a été enregistré, de ce qu'a produit, en fait, l'artiste en question. Et donc, et pour ça, toutes les techniques, électronique, microélectronique, traitement de signal, acoustique, design, mécanique, etc., tout ça, en fait, on le met en œuvre de façon simultanée. Et c'est ça qui crée, en fait, une vraie rupture. C'est d'être multidisciplinaire, en fait, de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude ou pas suffisamment l'habitude de travailler ensemble. Ma question d'après, tu as déjà commencé à y répondre. C'est qu'est-ce qui fait, selon toi, que De Vialet est devenu leader mondial du son haut de gamme? Personnellement, à titre perso et d'un point de vue complètement extérieur, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais je pense qu'il y a 3 choses hyper importantes. Évidemment, la qualité du produit. Je pense aussi le design, qui est complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir sur cette typologie de produit. Et aussi le marketing, puisque effectivement, d'un point de vue marketing, De Vialet a été, je pense, assez exceptionnel dans sa stratégie marketing. Est-ce que ces 3 points-là, est-ce que j'ai raison sur ces 3 points, ou est-ce que le design, le design, la qualité du produit, ouais, et le marketing? Ouais, bah là, je pense que c'est effectivement des points fondamentaux. En fait, j'irais de manière un tout petit peu différente. En fait, il y a la technologie et la volonté de la cacher. C'est-à-dire le design, en fait, c'est une façon d'exprimer la technologie sans la montrer. C'est-à-dire d'avoir un produit qui est visiblement animé par des technologies qui ne sont pas des technologies communes. Et en fait, ça fait un élément congruent, tu vois, qui fonctionne ensemble. C'est et la techno et le design qui sont l'un masque, enfin le design masque et exprime en même temps ce que la technologie est capable de rendre. Et après, effectivement, c'est d'avoir une histoire, en fait. C'est de raconter une histoire à laquelle les gens ont envie d'adhérer et qui est crédible aussi parce que les produits ressemblent à cette technologie. Voilà, tout ça c'est vraiment un tout. Et ce que j'ai évoqué, enfin le caractère multidisciplinaire de l'équipe et la qualité de l'équipe, c'était évidemment un élément déterminant, quoi. Cette aventure, elle a duré 11 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti en 2018? Bah déjà, ça fait 11 ans. Donc, puis avec une intensité ressentie, très très intense. Et en fait, j'avais à cœur aussi depuis un certain temps
de travailler à un projet qui me touche aussi beaucoup, qui est le problème de l'impact environnemental des activités agricoles et d'apporter des réponses dans ce domaine-là, d'où la création de Genesis. Et en fait, à l'été 2017, je fais un voyage en Californie, en famille. J'y allais beaucoup pour le business, hein, à la fois à Los Angeles, à San Francisco. Quand j'arrivais à San Francisco, j'avais l'impression d'arriver à la maison. C'est te dire que voilà, c'était vraiment l'endroit de tous ceux où j'allais. C'est là où sans doute j'allais le plus souvent. Et voilà, j'avais envie de visiter en famille. Et en fait, on a été effondré en fait par l'état de la Californie, la destruction des espaces naturels, voilà le gaspillage de l'eau, voilà. Et en fait, on s'est dit, enfin, je me suis dit, c'est le combat en fait que je dois mener, et d'autant plus que dans la vallée, les interlocuteurs à qui j'en parlais s'en foutaient un peu en fait. Et je me disais, bah en fait, si personne se lève pour faire ça, non pas que je sois une vocation de messie ou de sauveur, mais de dire en fait, si moi je fais pas, alors que je crois que j'ai une capacité à agir et que je pense pouvoir faire des choses pour ça, en fait, c'est bien dommage. Du coup, effectivement, c'est une transition parfaite pour parler de Genesis, que tu as cofondé en 2019. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu es président. Comme je l'ai dit au tout début du podcast, c'est la première agence mondiale de notation de la santé écologique des sols cultivés. Les sols cultivés, je pense que peut-être on s'en rend pas compte d'un point de vue grand public, mais c'est peut-être l'une des choses les plus importantes d'un point de vue environnemental pour le présent et pour le futur. Et donc, ces sols cultivés, j'imagine que la pollution de ces dernières dizaines d'années, etc., a fortement impacté justement la qualité de ces sols. Qu'est-ce qui fait justement que vous avez créé Genesis, et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu la première agence mondiale de notation de la santé écologique des sols cultivés? Tu as raison de dire que c'est fondamental. C'est-à-dire, d'abord, si on réfléchit à un pays comme la France, la moitié du territoire français, c'est des terres agricoles. La moitié du territoire. Ça veut dire, voilà, sur 1 mètre carré, il y a 50 centimètres carrés, ce sont des terres agricoles. Et évidemment, ce qu'on fait sur ces terres agricoles a un impact sur l'ensemble. Le deuxième point, c'est que plus de la moitié du PIB mondial repose sur les sols. Des sols, il y en a, enfin des produits issus du sol. Il y a notre nourriture évidemment, mais il y a nos vêtements, il y a beaucoup de choses. Il y a ce siège, il y a les cosmétiques, il y a beaucoup de produits de la pharmacopée, etc. Dans le bâtiment, enfin il y en a partout en fait. Des produits, il y a même du latex dans des pneus des avions. Donc et en fait, si on n'a pas ces ressources-là, la moitié, enfin le PIB mondial est en péril. Or, la situation actuelle, c'est 60% de nos sols sont abîmés ou très abîmés aujourd'hui dans le monde. Et ça, c'est un phénomène de dégradation qu'on a connu au cours des 30-40 dernières années. On a brûlé la moitié du carbone stocké dans nos sols depuis 50 ans. Et on a des sols qui perdent en fertilité, dans lesquels on a besoin de mettre de plus en plus d'intrants, de chimie, qui ont un effet de plus en plus délétère sur les populations. Le sol, c'est les 2/3 de la biodiversité mondiale, elle est dans les sols. On la voit pas au quotidien, mais c'est des bactéries, c'est des vers, c'est plein d'animaux en fait qui sont la base de la nourriture de l'ensemble de l'écosystème, de l'ensemble de tous les animaux, y compris nous qui vivons sur cette terre. Et donc le constat qu'on fait, c'est que en fait une des raisons de cette destruction en fait est liée au fait que il n'y a pas d'instrument de mesure de l'impact des activités agricoles. L'agriculture, elle peut avoir un effet extrêmement positif sur l'environnement. On peut rendre une terre plus vivante parce qu'on la travaille. Au contraire, on peut la tuer, on peut détruire sa biodiversité et avoir un impact sur le reste, sur l'eau, sur l'air, etc. à partir de ce qu'on fait sur les sols.
Mais souvent, en fait, on est ignorant de ça parce que simplement, il n'y a pas d'instrument de mesure. Hein, on mesure la qualité de l'air, on mesure la qualité de l'eau, on mesure plein de choses, en fait. Et on ne mesure pas les sols, alors que, tu le disais, tout repose là-dessus, et voilà. Et on ne mesure pas, et finalement, les agriculteurs déploient des techniques dont ils ignorent au moment où ils déploient si elles sont bénéfiques ou pas. Et puis, on découvre 30 ans après que finalement, ça l'était ou ça l'était pas. Et tous les gens de la chaîne de valeur qui achètent des produits, en fait, ignorent aussi cet impact-là. Et donc, l'acheteur du produit, l'acheteur qui achète le drap ou le coton avec lequel on fait ma chemise ou ton t-shirt, en fait, lui, il a aucune idée de ça. Et il a aucune idée des décisions qu'il prend qui ont un effet délétère ou positif, au contraire. Hein, quand il passe d'une fibre plus courte à une fibre plus longue, en fait, c'est quoi l'impact? Il a aucune idée. Nous, ce qu'on fait, c'est précisément relier, en fait, cette mesure de l'état de santé des sols à des systèmes de décision dans les entreprises. Et donc, de faire que, puisque ce sont nos clients, LVMH, L'Oréal ou Nestlé, des gens comme ça, quand ils prennent des décisions, ces décisions soient illuminées de la connaissance de lien qui peut exister entre cette décision et un impact environnemental. C'est la responsabilité des entreprises. Il est de la responsabilité des entreprises de s'assurer de la durabilité de leur système d'approvisionnement. C'est dans la loi, hein, c'est pas moi qui invente ça. Et il est aussi de la responsabilité des entreprises de reporter, en fait, leur impact environnemental et d'être capable de le piloter et de la même façon de reporter l'impact que les changements de l'environnement peuvent avoir sur leur business model. Et aujourd'hui, la tension, elle est très vive, en fait, sur les approvisionnements, des baisses de production, sur le jus d'orange, mais 30-40%, sur le café, sur le cacao, sur le beurre, sur énormément sur le tournesol, enfin beaucoup de denrées, beaucoup de coton, etc., sur lesquels il y a des tensions très vives, en fait. Et donc, les entreprises commencent à se rendre compte que non seulement elles doivent le faire, mais qu'elles ont intérêt à le faire. Elles ont intérêt à être attentives à ça, parce qu'il y va de leur intérêt à long terme, en fait. Voilà. Donc, nous, on apporte, en fait, une dimension de long terme dans des entreprises qui sont forcément guidées d'abord par des résultats à court terme, parce qu'on les juge tous les 3 mois et tous les ans, etc. Mais on leur apporte une façon de se pencher, de prendre en charge et de piloter leur impact environnemental. On fait de l'agroécologie à l'échelle Maus, en fait. Et comment est-ce qu'on note les sols? Sur quels critères? Alors, on note... d'abord, la première chose, c'est qu'on fait des prélèvements dans les sols, hein, comme on fait des prélèvements de sang. Voilà, on ne peut pas mesurer l'état de santé d'un sol avec un satellite, hein, sinon je serais capable de le faire. Non, mais ça paraît rigolo, mais il y a quand même beaucoup de gens qui baratinent là-dessus. Sinon, je serais capable, avec mon iPhone, je prends une photo du champ de mon voisin et je suis capable... Voilà, ce n'est pas possible. On peut faire des choses avec satellite, mais on ne peut pas faire ça. Donc, il faut faire des prélèvements. On va analyser 3 grandes dimensions. On va analyser le fonctionnement biologique du sol. On va regarder l'ADN du sol et on va identifier des fonctions du sol à travers cette analyse d'ADN. On va analyser les fonctions du sol aussi à travers le carbone du sol. Donc le carbone, il va structurer le sol. Le carbone, c'est aussi ce que va consommer la biodiversité. Donc c'est à la fois la nourriture et la structure du sol. Et la structure du sol, elle est très importante parce que c'est la filtration du sol. Enfin, c'est beaucoup de fonctions de préservation, de stockage de l'eau et de filtration de l'eau. Et puis on va regarder des dimensions de pollution, dimensions sanitaires dans le sol. Et avec ces 3 dimensions, sanitaire, carbone et biologie, on va être capable d'exprimer un état du sol, de sortir des paramètres mesurés et puis d'être capable de créer un diagnostic universel qui va permettre de comparer des sols partout dans le monde. Voilà, comme on peut faire un diagnostic de mon rythme cardiaque, ne prenons pas le tien, prenons le mien. Voilà, et si moi j'ai un rythme cardiaque à 70, c'est nominal et tout va bien. Voilà, un bébé de 3 jours, on n'attend pas 70, on attend 120 à 130.
Donc il y a des différences. Ce qu'on mesure est pas forcément la même chose. En revanche, dans les deux cas, on va dire que le diagnostic est positif. Donc nous, on mesure pas forcément la même chose dans tous les sols, tropicaux, septentrionaux, en altitude, en plaine, avec beaucoup de calcaire, pas beaucoup de calcaire, etc. Et on va, en fonction de des conditions pédoclimatiques, être capable de dire d'argile, on va pouvoir donner un score comparable en fait. Le bébé est en bonne santé, l'adulte est en bonne santé, ce sol sableux l'est, ce sol argileux l'est aussi, même si ce qu'on a mesuré n'est pas forcément la même chose. Et ces données, vous les rendez publiques? Alors ces données, on les rend pas publiques parce que c'est d'abord c'est des données qui sont sous le contrôle des agriculteurs, chez qui on va faire ces analyses de sol. On va leur donner gratuitement en fait les mesures qu'on fait. Ces mesures, elles sont financées en fait par les industriels, les groupes que j'ai évoqués tout à l'heure, ou des coopératives comme Axéréal par exemple, ou des opérateurs forestiers comme SLB, etc. Donc eux, ils vont avoir aussi l'information. Et après, nous, ce qu'on peut publier, c'est une connaissance des liens entre les pratiques et les impacts. De la même façon qu'en santé humaine, je peux relier l'état de santé avec la pratique de sport, la consommation de tel ou tel aliment, voilà, le fait que j'ai... Sur le même principe. Voilà, je peux relier pratique, comportement et état de santé. De même, on relie pratique agricole et état de santé pour comprendre les liens entre les uns et les autres et aider en fait les gens à déterminer des changements d'itinéraire. Voilà, donc cette donnée, elle est partagée, y compris avec les agriculteurs, pour leur permettre d'accorder aussi leur vision avec les industriels. Et de pouvoir mettre en place effectivement des actions pour pallier à une mauvaise qualité de sol, par exemple. Exactement. Donc de pouvoir dire, voilà, et cette action, la mise en place de... je sais pas, d'un changement de mode de fertilisation, ben elle a un coût, elle représente un risque, et quelle part en fait l'industriel va prendre dans le changement de ces modes de production. Et voilà, et les entreprises avec lesquelles on travaille, elles sont précisément soucieuses de trouver des relais en fait entre eux et l'action sur le terrain pour être capable de rendre leur sourcing plus durable. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Genesis, pas financiers, mais sur potentiellement toutes les données que vous avez pu traiter? Alors, on a analysé à peu près 10 000 sols. On travaille dans une quinzaine de pays. Enfin, ça va de l'Australie c'est des grands pays, hein. C'est l'Australie, le Canada, jusqu'en Argentine, jusqu'en Inde. Enfin, voilà. Et puis, un certain nombre de pays entre ça. Et on développe pas mal de nouveaux pays en ce moment parce qu'on travaille sur des approvisionnements mondiaux, certains qui viennent d'une vingtaine de pays pour un même client. Et par exemple, pour donner un exemple concret, au Brésil, on a déjà 5 clients pour lesquels on mesure des approvisionnements au Brésil. Voilà. Donc après l'équipe, une trentaine de personnes, c'est des gens à la fois des spécialistes de la data, des sciences du sol, des agronomes, et puis des gens qui font une plateforme dans laquelle on délivre nos informations, où on rapproche on fait du machine learning, on fait des dispositifs de recherche de corrélation entre des pratiques et des impacts dans des systèmes qui sont comme en santé humaine. Hein. C'est pas parce que vous fumez que vous êtes malade. Voilà, si je prends une population de fumeurs et une population de non-fumeurs, je peux être amené à dire que les fumeurs sont en meilleure santé que les non-fumeurs parce que les fumeurs que j'ai pris sont des fumeurs jeunes, parce que les jeunes fument par exemple plus que les vieillards, et donc je peux être amené à avoir une vision erronée en fait de la situation. Et dans la nature, ces cas-là existent aussi. Donc il faut aussi débugger, il faut trouver des chaînes de causalité dans la donnée qui sont indispensables et qui sont très nouvelles en fait, puisque
on est les premiers et les seuls au monde à faire ça aujourd'hui. Ouais, donc pour bien comprendre et pouvoir exploiter justement ces données de manière intelligente. Et du coup, c'est quoi les objectifs futurs pour Genesis? On voudrait ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire nous on veut faire de l'agroécologie de masse, c'est-à-dire comment en fait on amène à des très grandes entreprises à devenir des acteurs agroécologiques. Moi, je crois pas du tout que ça vienne par vertu, en fait. Non pas que les gens de ces entreprises soient non vertueux. Il y a plein de gens qui sont extrêmement sincères et engagés autour de ces sujets-là. Mais changer des organisations comme ça, il faut aussi générer de l'intérêt attaché à leur business. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de nos clients viennent nous voir évidemment avec une perspective environnementale, mais d'abord, en fait, pour des raisons qui sont liées aux risques associés aux approvisionnements. C'est-à-dire, ils voient bien, hein, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Espagne, voilà, dans une région qui est massivement productrice d'oranges. Moi, je vends du jus d'orange, ou j'utilise de l'orange dans ma production. Je me pose beaucoup de questions, sachant que pendant ce temps-là, au Brésil et en Floride, qui sont 2 lieux de production d'oranges massifs dans le monde, on a aussi des problèmes environnementaux extrêmement... Voilà, donc cette attention à la durabilité de leur système, y compris pour des raisons économiques, ce qui n'est pas criminel, y compris pour des raisons économiques, amène des gens chez nous à travailler sur ces questions environnementales, parce qu'aujourd'hui elles sont connectées en fait avec les questions économiques, voilà, environnementales. Ouais, voilà, il y a une connexion directe. Et il y a quelques années, on travaillait beaucoup pour des équipes qui travaillent sur la responsabilité sociale et environnementale. On travaille toujours avec eux, mais on travaille de plus en plus et massivement avec des équipes achats. C'est-à-dire, on rentre aujourd'hui dans le business courant de ces entreprises, dans leur activité d'achat et de transformation de produits. Ok, hyper intéressant. J'en ai appris beaucoup sur ces... Moi aussi, j'ai beaucoup appris parce que je ne venais pas de là. Exactement. On va pouvoir passer avant de passer à la partie bilan, de parler du Z Project, ouais. Qui est finalement un événement qui a lieu dans quelques jours quand l'épisode va sortir. Le Z Project, c'est un événement qui a été créé par Christopher Wangen, qui fusionne le meilleur de l'entrepreneuriat français avec celui d'un festival de musique, avec des speakers comme Anthony Bourbon qu'on connaît bien, mais aussi toi. Et est-ce que tu veux me parler justement de l'intervention que tu vas faire dans le cadre de cet événement? Qu'est-ce que tu vas raconter? Alors, ce que j'aimerais raconter, c'est un peu l'histoire de ma vie d'entrepreneur, parce que comme tu sais, j'ai pas 20 ans. Donc, mais de le faire à travers l'histoire du héros, en fait. Donc j'ai une épouse, mon épouse est art thérapeute exceptionnelle et elle a publié un bouquin, mon guide d'art thérapie. Donc c'est un guide qui aide des gens qui sont en souffrance, malades ou qui ont perdu un être cher, en fait, qui à travers la création artistique à retrouver le chemin de la vie, en fait, le chemin à travers la création. Et en fait, elle décrit ça à travers le voyage du héros. Et le voyage du héros, il va y avoir le choc de la rencontre. Et en l'occurrence, qui est le choc de la rencontre avec la maladie. Il va y avoir des rencontres avec le dragon. Il va y avoir le fait d'aller chercher des alliés. Et en fait, une histoire d'entrepreneur, c'est aussi une histoire de héros. C'est une histoire d'une vie dans laquelle voilà, il va se passer des choses de cette nature-là. Donc, je voudrais, à travers ce fil-là, reporter quelques éléments d'expérience et de pouvoir le transmettre aux gens. Ok, donc sur toute ton aventure entrepreneuriale finalement. Donc on mettra le lien de l'événement en description pour celles et ceux qui veulent venir te voir, et pas que toi aussi, tous les autres speakers qui seront présents sur cet événement. On passe à la partie bilan de ton aventure entrepreneuriale, mais au sens large du terme, avec 2 questions que je pose à chaque fois. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de toute ton aventure? Je vais prendre un moment très difficile. Tu vois, en 2008, donc en 2008, on a déjà créé Devialet, mais je finis en fait mon activité de conseil. Et en 2008, il y a une crise majeure
qui fait que dès juillet 2010, tous les contrats qu'on a sont dénoncés et tous les contrats en discussion sont arrêtés. Ça a été une fermeture totale, en fait. Voilà. Et puis en octobre ou novembre, Lehman Brothers tombe, enfin, etc. Donc c'est une catastrophe avec un business gelé partout. Et en fait, le 16 décembre 2010, je viens de déposer le bilan, en fait, de Mondragor, et je sors du tribunal de commerce. Petit crachin d'hiver dans Paris, un temps gris à souhait. Classique. Et en fait, donc ce moment qui est un moment terrible, en fait, je me sens incroyablement fort, en fait. Et en fait, ce que je pense, c'est l'important, c'est pas, tu vois, des moments joyeux ou des moments difficiles, des échecs ou des victoires, finalement. C'est au fond, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste de toi et et je me suis senti incroyablement vivant, quoi. Et je me souviens comme d'un moment exaltant de me rendre compte que dépouillé, en fait, je me sentais fort. Tu vois, donc c'est et finalement, dans ces moments-là, tu sais vraiment de quoi tu es capable, en fait. Tu vois, et de ta résilience, ton niveau de résistance à la souffrance, en fait. Et tu vois, tu fais une escalade ou tu fais une traversée et voilà, tu vis un moment objectivement épouvantable. Et en fait, quand tu vis ce moment, peut-être le seul fait de rester vivant, tu peux, waouh, putain, je suis en train de tenir, en fait. Tu vois, et de dire, ok, je sais que j'ai la ressource en moi pour être capable de faire la suite. Et ça te forme aussi, ça te donne une force pour le reste, en fait, pour les moments à venir et voilà. Donc dans les moments plus joyeux, j'ai un côté plus contemplatif, en fait. C'est ma question juste d'après. Ouais. Non, mais moi, de sortir, en fait, des moments d'allégresse où on ouvre notre première boutique à Hong Kong ou à New York, où on a un grand succès, on a, voilà, une réussite. J'aime bien, en fait, m'extraire de ça et d'aller sur le trottoir d'en face et d'aller m'asseoir sur le bord du trottoir et de regarder. Et tu vois, de profiter du moment un peu seul. Et pareil, parce que je pense qu'à ce moment-là, ce que tu ressens, en fait, est important, en fait, pour la suite. Tu vois, de savoir poser ce moment de joie mais pas uniquement dans le partage, mais aussi pour soi. Évidemment, le partage, il est hyper important et on réussit rien tout seul. Mais aussi par rapport à soi et de contempler, en fait, les choses qui ont été faites, quoi, comme un coup d'œil en arrière, en fait. C'est une capacité à prendre du recul, finalement, qui est hyper importante, mais hyper difficile aussi quand on a la tête dans le guidon et qu'on est... Ouais. Mais je pense qu'il est essentiel pour, sur une vision long terme, quoi. Ouais. Je pense que c'est... on a besoin de pas être pris en permanence dans un système hystérique tu vois, dans lequel finalement on ne peut pas, on replace pas ça par rapport à la réalité de la vie aussi. Tu vois, c'est aussi ma femme, ma famille. J'ai 4 garçons, donc c'est aussi tu vois, de ton âge, ou autour de ton âge. Donc tu vois, parce que eux, ils te ramènent aussi au réel, quoi. Ils te ramènent à ça et voilà, il faut pas l'oublier, quoi. Oui, et puis finalement, de te rendre compte que le plus important, c'est pas ta boîte, même si elle s'arrête à un moment donné, c'est plutôt les personnes qui t'entourent, quoi. Exactement. C'est ça, et le chemin que tu as accompli, parce que c'est
c'est pas forcément ta boîte, mais enfin mais en tant qu'objet qui va être très important. Mais en revanche, le chemin, la trace de vie que tu peux te laisser, ce que tu as essayé de transmettre aussi, c'est important, quoi. Exactement. Mais c'est ce que tu fais. C'est ça. Mais c'est hyper intéressant ce que tu t'as dit sur le moment le plus difficile, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui finalement ne vont pas se dissocier de leur entreprise, dans le sens où si leur entreprise s'arrête, finalement eux s'arrêtent aussi, entre guillemets. Et c'est important de se dire que en tant qu'entrepreneur, on n'est pas que son entreprise, on est beaucoup d'autres choses en même temps, et qu'effectivement des aventures entrepreneuriales qui s'arrêtent, il y en a tout le temps, et que c'est pas dramatique et c'est pas définitif. Je pense que et ce jour-là, d'ailleurs, je déjeunais avec un copain qui m'a dit ça y est, Quentin, t'es un entrepreneur. Le jour où j'ai déposé le bilan. Okay. Effectivement, ce jour-là, en fait, tu comprends en fait si tu es capable de ce que tu décris. Est-ce que tu es capable d'être suffisamment engagé, suffisamment libre, en fait, pour à la fois être capable de délivrer quelque chose qui est très difficile et en même temps d'avoir la capacité à ne pas t'engloutir dedans, enfin, à ne pas te faire dévorer par ce que tu es en train de créer, quoi. Ouais, je suis très, très aligné avec ce que tu as dit. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre quand même. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? J'écoute de la musique. Ou je me baigne dans l'eau glacée. Wim Hof? Ou pas du tout? Non, je me baigne, en fait. J'ai une maison en Normandie qui est notre vraie maison de famille. Et en fait, je chauffe pas la piscine. Et voilà, en ce moment, elle est à 11 degrés, bientôt à 8, bientôt à 6 degrés. Et plus c'est froid, plus c'est bon. Plus ça fait du bien. Voilà, et ça fait du bien. Et en fait, c'est vraiment tu te laves, quoi. Vraiment, tu te trouves bien là-dedans. C'est un choc. Voilà. Et écouter de la musique. D'ailleurs, je fais les deux en même temps. Mais écouter de la musique, voilà, et faire la cuisine aussi beaucoup. Ouais. Je fais la cuisine beaucoup. Comment est-ce que ton entourage vit ton aventure? Ça peut les gonfler un peu au sens où ça prend beaucoup de place et voilà. Et en même temps, j'ai toujours été énormément soutenu par ma femme et mes enfants. Parfois j'ai été trop absent à cause de ça, et ça me pèse parfois parce que tu t'en rends compte un peu après. Voilà, j'essaie aussi de leur montrer à travers ce que je fais des valeurs et des choses auxquelles je crois et que j'ai envie de leur transmettre, je dirais d'abord à eux en fait. Voilà, mais qui me nourrissent aussi beaucoup, et de leur à la fois leur vision du monde, leur énergie, voilà. Donc c'est un monde très exigeant. 4 enfants comme ça, enfin. Exactement. Donc et une femme très très indépendante et très créatrice elle-même, avec beaucoup de clairvoyance en fait, beaucoup plus que moi. Donc ça m'apporte énormément en fait. Puis ça te rappelle aussi peut-être ta fratrie, parce que trois frères. Ouais, donc j'ai 3 frères que j'aime beaucoup, et j'étais absolument certain d'une chose dans la vie, c'est de pas avoir 4 garçons. Dommage. Et voilà, et voilà, et je suis tombé là-dessus. Donc, mais c'est en même temps, bon, c'est extraordinaire, quoi. Donc, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est tu veux dire professionnel ou d'avoir global? Mon plus grand rêve. J'ai envie d'avoir transmis à des gens des choses qui peuvent leur donner des libertés dans la vie et une capacité à être heureux, en fait. D'avoir transmis ça à mes enfants et d'avoir transmis au fil du temps
de leur avoir donné en fait la capacité d'être eux-mêmes, voilà, de venir exprimer leur talent, j'ai beaucoup de respect en fait pour les personnalités, pour la singularité des gens. Tu vois, j'ai dans mes 4 enfants, j'ai 2 jumeaux, et en fait, quand tu as des jumeaux, tu te dis bon, ils se ressemblent énormément, mais en même temps, tu comprends bien qu'ils sont chacun différents, quoi, et que cette différence, en fait, c'est ça qu'il faut exprimer, c'est leur singularité, en fait. Et ça, c'est vrai de chacun d'entre nous, tu vois. C'est quoi, toi, c'est quoi qui fait que tu germes, que tu te développes, que voilà, c'est comment tu vas exprimer ton génie personnel, comment tu vas transmettre aux autres des choses que tu crées, auxquelles tu crois, etc. Qu'est-ce que tu crées comme moment avec voilà, mais c'est ça en fait mon rêve. Après j'aimerais pour Genesis avoir enclenché un mouvement dans lequel la question en fait de l'impact environnemental de l'industrie devienne aussi fondamentale que d'avoir des comptes d'entreprise qui soient justes. Voilà, il devient évidemment, ce n'est plus un sujet de savoir que ces groupes-là ont pris la responsabilité et ont changé en fait leur mode de conduite dans ce domaine, quoi. Et à l'envers, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, j'ai pas beaucoup de, j'ai pas vraiment de peur. Non, j'ai des inquiétudes du monde qu'on vit, des fractures en fait, des fractures créées aussi par la technologie. Enfin, il y a pas mal de gens qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, mais c'est aussi une crainte de société qui se morcelle, dans lequel finalement il y a très peu d'occasions de liens entre nous, quoi. Mais même, voilà, vous marchez dans la rue, il y a la moitié des gens qui sont en train de regarder un téléphone, l'autre moitié qui a des écouteurs sur les oreilles, et une interaction, mais d'un sourire, d'une courtoisie, de laisser passer quelqu'un, et ben en fait tout ça, on le voit plus en fait tout ça. Et voilà, vous êtes les gens quand ils ont des casques sur les oreilles, je comprends que c'est un plaisir d'écouter la musique, mais aussi ou des podcasts ou des podcasts. Non, mais il y a des moments aussi, c'est bien de poser ça et d'être attentif en fait au monde qui nous entoure et aux gens qui sont là et voilà de quelqu'un qui passe là et auquel on fait juste un sourire de connivence sur n'importe quoi, quoi. En fait, quand on perd ce lien-là, on perd beaucoup de choses, en fait, dans notre vie, quoi. Donc, je suis parfois peiné, en fait, je rentre à pied à la maison et finalement, sur le chemin du retour, moi, j'aime bien, je drague pas dans la rue ou je veux pas vers tous les gens comme ça, c'est pas le sujet. Mais d'avoir une connivence, hein, une relation avec les gens même très éphémère dans laquelle on échange quelque chose et qui nous fait du bien, en fait, de constater que les autres sont aussi avec nous et qu'on vit ensemble. Et voilà. Quand on perd ça, en fait, on se considère tous comme des bêtes curieuses, sans lien, en fait. Donc voilà, ça c'est un vrai enjeu. Voilà, il y en a d'autres, mais celui-ci c'est un enjeu majeur. Ouais. C'est quoi le dernier livre qui t'a marqué? Je suis en train de finir un livre de Caroline Fourest qui s'appelle Le Vertige MeToo et qui est à la fois le livre d'une grande féministe et une femme que j'admire énormément, une grande féministe, une grande intellectuelle, voilà, avec une clarté, une exigence, et qui en même temps pointe le fait que dans le phénomène MeToo, qui est un phénomène de libération et qui a énormément d'aspects positifs, il y a aussi le risque de la dénonciation publique et que cet équilibre, en fait, entre la nécessaire dénonciation de faits, de crimes, d'abus, etc., et le respect de l'habeas corpus, le fait voilà, qu'une personne reste innocente tant qu'elle n'a pas été jugée, du jugement contradictoire, etc.,
que cet équilibre-là est nécessaire, y compris pour donner à MeToo et de donner à ces dénonciations un poids réel. Et je pense que dans un monde de slogans, on a besoin d'intellectuels comme ça, qui nous disent les choses et la complexité du monde. Et le monde est complexe et les choses sont complexes. Et on n'est pas féministe exclusivement parce qu'on défend MeToo et on n'est pas un masculinisme ou un homme épouvantable parce qu'on pense que quelqu'un qui peut être accusé a le droit à se défendre et qu'il faut effectivement et l'un et l'autre pour être capable de vivre dans un monde dans lequel chacun, en fait, et y compris les hommes, peuvent participer à cette libération nécessaire, en fait, de la parole et des femmes. C'est quoi le dernier film ou la dernière série qui t'a marqué? Alors, j'ai vu 10% que je n'avais pas vu, qui doit être sorti il y a 10 ans. Pas 10 ans, mais il y a quelques années, voilà. Qui est assez génial. Voilà, et qui est assez génial. Et j'ai trouvé justement que il y a à la fois beaucoup d'intelligence, d'esprit, de causticité, voilà. Et en fait, chaque personnage a à la fois un côté noir et un côté solaire. Bien sûr. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très réjouissant de voir que, voilà, il n'y a pas des bons et des méchants. Il y a des gens avec des côtés, voilà, des nuances, des côtés extrêmement sombres, extrêmement délétères, voilà, et des côtés lumineux, des capacités, en fait, exceptionnelles d'amour, de dons, etc. Même chez ceux qui, a priori, seraient les méchants petits canards. Donc, j'aime ces contrastes et j'aime cette subtilité, quoi. On mettra ces recos en description et je crois qu'il travaille sur un film 10% en ce moment. Donc, hâte de voir ça. Il me reste 3 petites questions. La première, c'est la question reverse. C'est tu prends le rôle de host pour une seule question. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser? Alors, moi, j'aimerais... Tu as quel âge? 28 ans. Ok. Quel avenir tu veux donner à ce que tu fais, en fait? Si toi, je te demande de ton rêve d'entrepreneur, en fait, tu as commencé il y a combien de temps? Il y a 7 ans. Ok. Donc, est-ce que là, par rapport au rêve que tu t'étais fait, tu considères que tu en es où? Et en fait, tu as envie d'accomplir quoi? Ouais. En fait, moi, il y a 7 ans, j'étais étudiant. Je crée le podcast sans aucun entrepreneur dans mon entourage, sans aucune expertise d'interview, sans aucune expertise audio. Et 7 ans après, voilà, on est l'une des références des podcasts business en France. C'est devenu mon métier. J'ai reçu plus de 160 personnes sur le podcast, toutes avec des parcours assez incroyables et toujours avec des conversations hyper riches, qui sont pour certains aussi devenus des amis ou des relations business. Donc, en fait, au départ, j'avais même pas de rêve. Mon objectif, c'était juste d'exister. Non, pas du tout. Il y avait même pas d'objectif financier. C'était un side que je bossais les soirs, les week-ends. Je posais des jours de congé pour le travailler parce que j'étais en alternance. Mais c'était juste mon premier objectif, c'était de rencontrer un maximum d'entrepreneurs pour voir un peu des visions, des parcours différents. Donc, je considère que cet objectif, il est atteint. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'impacter de plus en plus de monde à travers ce podcast et de continuer à rencontrer des gens qui vont impacter de plus en plus de monde. Et c'est finalement le rôle, je trouve, d'un média, même si nous, on a ce côté qui est pas... évidemment, on se positionne on va dire, à travers les invités qu'on reçoit sur le podcast. On va pas recevoir n'importe qui, mais plutôt des gens qu'on apprécie à travers leur parcours, leur vision, ou ce qui représente potentiellement à travers leur entreprise. Et c'est quoi le moment que tu préfères, en fait, dans ton métier? Ce moment-là. Okay. Ouais, largement. Oui, parce que tout ce qui est avant ou après, c'est globalement, tu vois, c'est ce moment-là. Et puis après aussi, le moment où on reçoit les réactions des gens qui écoutent les podcasts, qui visionnent les podcasts aussi sur YouTube. C'est tout cet impact social, moi, qui me passionne et même qui crée des déclics chez des gens qui écoutent Serial. C'est ça, je dirais, le plus important, je pense. Et tu
dans ce qu'il te propose, il y a des suggestions intéressantes que tu mets en œuvre ou des questions que tu vas poser ou des... Ça peut. Et puis même, parfois, ça va aussi créer des connexions entre certains invités, entre des invités et des auditeurs. Enfin, du coup, en fait, c'est hyper vertueux. En fait, derrière, c'est que de l'humain, entre guillemets. Parfois aussi du business, mais c'est surtout, dans un premier temps, de l'humain. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une audience et une communauté. C'est de pouvoir faire évoluer aussi le podcast en fonction de ses propres objectifs, mais aussi en prenant en compte l'avis des gens qui écoutent et regardent le podcast. Parce que sans eux, finalement, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi non plus. Voilà. Exactement. Il me reste 2 petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ? Alors, j'en ai un que j'aime énormément, qui s'appelle Sébastien Delafont et qui est le créateur de Meilleurs Agents et qui lance un nouveau projet lié à l'éducation. Et puis j'en ai un autre qui est un Belge qui s'appelle Chuck de Liederkerke et qui a lancé une boîte qui s'appelle Sol Capital et qui travaille sur des sujets qui sont assez connexes aux nôtres. Et je trouve qu'il y a une belle personnalité que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres, mais voilà. Je t'impose voilà. Un ou 2 choix, donc c'est très bien. Je me note ces recommandations. La dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ? Je pense que c'est quelqu'un qui a appris à identifier ses zones de compétences et d'incompétences, ces zones comment dire, d'énergie, de passion et ce qu'il aime pas, et qui est capable de mettre une énergie de Maboule en fait dans quelque chose qui va rencontrer à la fois ses compétences et sa capacité à se donner pour quelque chose. Et donc quand on arrive à cumuler à la fois des compétences et une passion, un désir très fort pour quelque chose, je pense que là, on peut se donner la peine d'entreprendre parce que de toute façon, ça va être difficile. J'aime bien cette vision. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Quentin, pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup de ton accueil, avec beaucoup de plaisir. Ouais. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. Quentin, on mettra tes liens en description si les gens veulent t'envoyer des petits messages suite à l'écoute au visionnage de ce podcast. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite ? De continuer à créer. Quoi. Exactement. Finalement, je le souhaite. Exactement. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.